dans les entreprises à partir des 6 clés que je vais vous présenter et qui sont les suivantes. Première clé, c'est le leadership. Dans une équipe qui fonctionne, dans une équipe qui gagne, il y a un leadership fort qui va aider à inspirer, à donner l'inspiration aux membres de l'équipe. Deuxième clé, l'objectif commun qui va permettre à chacun d'avoir des orientations qui vont converger et donc d'additionner, voire de multiplier les énergies plutôt que de les disperser. Troisième clé, les règles du jeu. Comment définir les attitudes, les actions, les activités, les comportements adoptés au sein de l'entreprise. Quatrième clé, l'importance du plan d'action. On va voir aussi. Cinquième clé, la prise de risque, à savoir autoriser la prise de risque. Et enfin, sixième clé, 100% d'inclusion et d'implication. Donc voilà 6 clés que je vous propose de parcourir aujourd'hui. Alors, clé numéro 1, le leadership. Pour qu'une équipe fonctionne, ce qu'on observe, ce qu'on recommande, ce qu'on préconise, c'est d'avoir un leadership fort. Et qu'est-ce qu'un leadership? C'est cette capacité à donner envie aux autres eh bien, de nous suivre, de réaliser un projet commun. C'est cette capacité aussi qu'on peut avoir à faire grandir, à faire évoluer, à aider les membres de l'équipe à développer leurs compétences. Et un leadership fort reste la base d'une équipe qui fonctionne. Sur quoi est constitué ce leadership fort? Eh bien, bon, il y a des centaines et des centaines d'ouvrages qui parlent de leadership. On revient très régulièrement sur cette notion de vision, de vision à long terme, de vision d'entreprise, ou une cause, ou un but, ou une ambition forte pour l'entreprise. En gros, quelque chose qui a du sens. Et c'est avec le sens qu'on va rallier les équipes. Et le sens de l'entreprise, c'est pas de faire de l'argent. Bien sûr, il faut que l'entreprise fasse de l'argent, sinon elle ne sera pas pérenne. Mais la vision ou le but de l'entreprise doit être ailleurs. Et c'est ça qui doit être porteur de sens et qui doit donner envie aux membres de l'équipe de travailler dans la même direction. Le capitaine du bateau n'est pas celui qui fait tout le travail pour tirer le navire, mais au contraire, c'est celui qui prend du recul et qui aide son équipage à grandir, à naviguer, à piloter le navire et à faire en sorte que ce navire aille dans le sens de la vision. Alors, cette vision peut être aussi vue comme l'impact que l'entreprise aura sur son environnement local. Alors, au niveau de son comment dire, de son rayon d'action. Si l'entreprise a une activité départementale, ce sera au niveau départemental. Si c'est national, eh bien, ce sera au niveau du pays. Ça peut être aussi au niveau international. Mais en quoi l'activité de l'entreprise à long terme, à 5, 10, 15, 20 ans, en quoi l'activité de l'entreprise va améliorer son environnement, son domaine d'activité. Donc, c'est là-dessus que doit porter la vision du leader et la vision de l'entreprise. Ça, votre organisation, au niveau de votre entreprise, de votre association, de votre équipe, quelle est la force de votre vision, de votre cause, du but, hein? Qu'est-ce qui fait qu'il est important que votre entreprise existe? Quelle va être sa contribution à la société, à son environnement local ou régional ou national? Voilà, quelle est cette force? Quelle est la force de votre vision? Et cette vision est-elle suffisamment forte pour rallier des personnes qui croient en cette même chose, en cette cause, qui a les mêmes envies, la même volonté que vous? Si la vision manque de force, il se peut qu'elle ne rallie pas les bonnes personnes ou que les personnes qui rejoignent l'organisation ne le font pas sur la base, effectivement, de cette passion que vous pourriez avoir en commun. Donc voilà, cette vision est-elle forte? Rallie-t-elle les personnes qui croient en cette même vision, en cette cause? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que dirigeant, pour renforcer cette vision? Et enfin, y a-t-il d'autres leaders qui vous soutiennent et qui portent cette vision avec vous au niveau de l'équipe? Il peut y avoir, au niveau de l'entreprise en particulier, il peut y avoir, bien sûr, plusieurs leaders. Le leadership n'est pas l'apanage du dirigeant ou du chef d'entreprise, mais ça doit être aussi quelque chose qui est partagé, et en particulier
c'est le leadership global de l'entreprise qui va pouvoir aussi inspirer sa clientèle, inspirer ses clients. Voilà 4 axes que je vous propose de prendre en note ou d'approfondir par la suite lorsque vous appliquerez ce modèle des 6 clés d'une équipe qui gagne à votre équipe. Clé numéro 2, l'objectif commun. Alors, voilà, qu'est-ce qu'un objectif? Bon, c'est un but concret et situé sur une échelle de temps. C'est la définition qu'on adopte. Il peut y avoir plein d'objectifs, enfin, plein de définitions différentes de l'objectif. Dans le cadre de cette présentation sur les 6 clés, voici la définition qu'on vous propose. Donc, un but concret et situé sur une échelle de temps. C'est pour ça que la vision ou la cause commune que j'ai évoquée juste avant ne sera pas considérée comme un objectif, puisque c'est quelque chose qui est plus général, qui n'est pas forcément fixé dans le temps. Donc l'objectif, là, pour les besoins de la présentation, sera un but qui sera fixé dans le temps. Donc en quelque sorte, pour aller dans le sens de la vision, pour réaliser la vision de l'entreprise, eh bien, vous aurez intérêt à définir plusieurs objectifs qui se succéderont, qui pourront en quelque sorte servir de jalon à votre activité. C'est une suite d'objectifs atteints qui va vous permettre de vous rapprocher de la vision, du résultat final que vous souhaitez voir pour votre entreprise. Alors, pour aller plus loin même dans cette définition de l'objectif, on parle souvent d'objectif SMART. Vous avez entendu parler de cet acronyme. SMART pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et cadré dans le temps. Spécifique, bien sûr, un objectif, plus il est précis, plus il sera facile de le partager. Mesurable, c'est essentiel pour pouvoir suivre notre niveau de progression dans l'atteinte de l'objectif. Ambitieux, eh bien, c'est quelque chose qui doit faire envie, qui doit faire vibrer. Donc, s'il n'y a pas d'ambition derrière un objectif, il est souvent moins motivant ou voire pas motivant du tout. Réaliste, c'est important aussi par rapport à la motivation. Si un objectif est inaccessible, il aura tendance à être là démotivant. Donc, à la fois ambitieux et à la fois réaliste, trouver le bon équilibre est essentiel pour l'objectif. Et puis, on revient sur cette notion de temps avec un objectif fixé dans le temps, que ce soit l'atteinte d'une part de marché à la fin de l'année, que ce soit l'atteinte d'un niveau de performance à la fin du trimestre, que ce soit la sortie d'un produit ou l'élargissement de la gamme à la fin du semestre. Voilà, à voir en fonction des cas, bien sûr, particuliers de chacun des objectifs. Cette notion est aussi importante pour pouvoir piloter et animer l'équipe dans son organisation et dans l'atteinte de l'objectif en question. Alors, sur cette clé numéro 2, l'objectif commun, est-ce que dans votre entreprise, dans votre association, bref, dans votre organisation, est-ce que vous avez défini un ou des objectifs communs? Est-ce que vous le faites régulièrement? Est-ce qu'ils sont mis à jour? Est-ce que c'est une pratique que vous avez quasiment automatique? C'est que cette notion d'objectif commun défini en commun et à atteindre en commun pour que ce soit des objectifs gagnant-gagnant. Sont-ils SMART? S'ils ne le sont pas tout à fait, quels sont les aspects du SMART qu'il vous faudra corriger. Et enfin, vous permettent-elles de vous rapprocher de la vision, d'aller dans la bonne direction, de réaliser cette vision, cette cause commune ou le but de l'entreprise. Voilà, sont-ils construits dans une optique gagnant-gagnant? Quatre questions que je vous propose d'envisager aussi dans le cadre de cette clé numéro 2, l'objectif commun. Et avant de passer à la clé numéro 3, les règles du jeu. Alors, les règles du jeu ou les règles, ce sont des lignes de conduite imposées ou adoptées. Il est nécessaire de les définir au sein d'une équipe. Si les règles ne sont pas définies, chaque membre de l'équipe eh bien, va définir les siennes. La nature a horreur du vide. S'il n'y a pas de règles, chacun trouvera les siennes pour avoir une équipe qui travaille en synergie
les règles doivent être clairement définies et bien sûr respectées. Et pour cette démarche, on vous invite à intégrer les règles formelles et les règles informelles. La distinction est de mise parce que les règles formelles, étant donné qu'elles sont justement formelles, sont souvent bien présentes dans les entreprises. Par contre, les autres sont moins bien identifiées et de fait, il y a peu d'entreprises qui passent le temps nécessaire pour pouvoir clarifier ces règles qui sont informelles. Alors, la différence entre les deux, les règles formelles portent sur le règlement intérieur ou autre type de règlement, les horaires, est-ce qu'on fume ou est-ce qu'on fume pas à l'intérieur de l'entreprise, les procédures, les modes opératoires. Donc, il y a un certain nombre de règles qui sont naturellement présentes dans les entreprises. Et les règles informelles vont porter plutôt sur des façons de faire basées sur la valeur, ce qu'on va appeler la culture de l'entreprise. Les membres de l'équipe agissent selon quelles valeurs, comment ils mettent en œuvre, comment ils font vivre chacune des valeurs de l'équipe ou de l'entreprise. Toute entreprise a une culture. Si elle n'est pas formalisée, il y a des risques qu'elle ne correspondent pas à l'orientation générale qui conviendrait d'avoir par rapport à vos valeurs en tant que chef d'entreprise, mais aussi par rapport à la vision, par rapport à la cause, le but que vous voulez pour l'entreprise. Donc, définir et clarifier les valeurs et la culture de l'entreprise est un point essentiel dans le management de l'équipe et dans la performance de l'équipe. En particulier, si vous avez une équipe jeune et que vous recrutez, construire son équipe à partir de ces nouvelles recrues, de ces recrutements futurs, et bien pour avantageusement s'accompagner d'une clarification des valeurs et de la culture, parce que ce sont des éléments qui vont aussi vous permettre d'évaluer le savoir-être des candidats pour pouvoir rallier des gens qui vont croire en la même chose que vous, qui vont avoir les valeurs compatibles, voire les mêmes que les vôtres, et qui vont s'intégrer à la culture de l'entreprise. Alors, au niveau de votre organisation, est-ce que vous avez défini, vous, toutes les règles du jeu, à savoir le règlement intérieur en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi les modes opératoires, les procédures? Est-ce qu'elles sont connues? Est-ce qu'elles sont comprises? Est-ce qu'elles sont acceptées de toutes? Parce qu'on peut avoir des règles qui sont affichées, mais si elles ne sont pas comprises, eh bien forcément, elles ne seront pas mises en œuvre. Et puis si elles ne sont pas acceptées, elles ne le seront pas non plus. Ce sont des questions à poser qui sont essentielles pour le fonctionnement de l'équipe et la synergie que vous allez pouvoir créer au sein de... Dernier point sur cet élément-là, est-ce que les règles sont pertinentes? Si vous avez une batterie de règles et il y en a 20 ou 30% qui sont soit pertinentes, soit contre-productives, eh bien forcément, vous allez dans le mur en termes de performance d'équipe. Donc, une réflexion aussi approfondie sur les règles avant d'arriver sur sur la clé numéro 4, qui porte sur le plan d'action. Le plan d'action va vous permettre de déployer la stratégie de l'organisation en précisant qui fait quoi, quand et comment. Donc, 4 piliers du plan d'action. Alors, qui fait quoi? Eh bien, c'est définir les responsabilités, les fonctions et les postes au sein de l'entreprise à travers l'organigramme, les fiches de poste, les fiches de fonction. Pour les responsabilités, vous avez les modes opératoires qui vont définir aussi le comment. Le quoi est aussi défini par les plans à court terme, à très court terme, hebdomadaire, trimestriel ou encore à long terme. Donc, tout ce qui va être planification est essentiel dans le fonctionnement de l'équipe avec un très haut niveau de communication pour être sûr que l'ensemble de l'équipe eh bien, suit le plan, ou s'il y a des modifications du plan, qu'elles soient connues de tous au niveau de l'équipe. Les postes sont à jour, alors sont à jour à aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi celle de l'entreprise dans 6 mois ou dans 2 ans ou dans 5 ans, c'est-à-dire l'entreprise telle que vous la voyez quand elle aura franchi quelques étapes supplémentaires sur le parcours du développement? Donc,
à mettre en œuvre à mettre à jour, à ajuster en fonction de comment l'entreprise évolue également. Est-ce que les fiches de poste en particulier sont suffisamment pertinentes pour vous servir d'outils de management? C'est souvent un point délicat. Dans certaines entreprises, les fiches de poste n'existent pas ou ne sont pas à jour. Dans d'autres, elles existent, mais elles sont peu utilisées parce qu'il manque des éléments essentiels. En particulier, définir précisément les missions et surtout les champs de responsabilité avec des indicateurs de performance qui permettent aussi bien à l'opérateur ou aux membres de l'équipe de s'auto-évaluer, de savoir s'il fait un bon travail ou pas. Il permet aussi à son supérieur hiérarchique de vérifier ou de suivre l'évolution aussi de la qualité du travail. Eh bien, ces indicateurs de performance sont assez peu présents dans les fiches de poste. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir à vos fiches de poste pour en faire un vrai outil de management. Ça doit même vous servir de base, par exemple, à l'entretien individuel, voire à l'entretien professionnel, donc individuel tous les ans et l'entretien professionnel tous les 2 ans. Mais les fiches de poste sont un élément important et pertinent qui vont vous permettre de commencer à articuler le plan d'action par la suite. Est-ce que vous avez formalisé vos systèmes de travail? Par système de travail, on entend aussi bien système de management que modes opératoires, procédures et autres modes d'emploi. Et enfin, passez-vous suffisamment de temps en planification stratégique? La planification stratégique est une planification qui va porter sur l'amélioration de la façon dont l'entreprise... Clé numéro 5, la prise de risque ou encore la nécessité de faire des erreurs. Alors, faire des erreurs, c'est un sujet sensible parce qu'on n'aime pas faire les erreurs. L'échec est souvent assez peu apprécié. Mais pourtant, ceux qui ne font pas d'erreurs sont souvent ceux qui n'essayent pas de nouvelles choses. Or, le contexte évoluant chaque jour, si on n'essaye pas de nouvelles choses, eh bien, on risque de se retrouver en décalage par rapport au contexte, par rapport aux nouvelles exigences ou aux nouvelles contraintes, selon comment vous les voyez. Donc, s'améliorer revient à essayer tous les jours quelque chose de nouveau. Et c'est en essayant quelque chose de nouveau eh bien, qu'on peut faire des erreurs. Et donc, eh bien, si on envisage l'erreur sous cet angle-là, il devient plus facile de se dire que l'erreur est bien, l'erreur est positive. Donc, encourageons les erreurs. Par contre, si on fait toujours les mêmes erreurs, eh bien là, ça devient une faute. Et donc, oui à l'erreur, non à la faute. La faute intervient ou survient lorsque on n'a pas tiré les enseignements des erreurs précédentes. Donc, faisons des erreurs, autorisons les erreurs, amenons les équipes à faire des erreurs parce que c'est la base de l'initiative, de l'innovation, c'est la base de la mise en place de nouvelles façons de faire qui seront par la suite potentiellement plus productives, plus performantes et plus efficaces. Et veillons à ce que les fautes ne se produisent pas. Donc, la clé numéro 5 sur la prise de risque porte vraiment sur cet aspect-là, autoriser l'équipe à sortir parfois du cadre pour pouvoir aller chercher quelque chose d'innovant. Alors, est-ce que dans votre organisation, vous encouragez la prise de risque? Est-ce que comment vous faites pour encourager cette prise de risque? Et surtout, quelle est votre attitude à l'égard des erreurs de votre équipe, des erreurs éventuelles? Comment vous gérez cet aspect-là, émotionnellement, rationnellement? Comment vous les aidez à apprendre de leurs erreurs? Et enfin, qu'est-ce que vous faites concrètement à travers cette notion de prise de risque, d'acceptation ou d'encouragement de l'initiative? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer l'autonomie de votre équipe? Ce sera aussi une des bases qui permettra à l'équipe de devenir plus performante. Les numéro 6, inclusion et implication totale. Eh bien, si on a des gens qui restent sur la touche et qui ne participent pas au travail d'équipe, c'est préjudiciable aussi bien pour le membre de l'équipe en question que pour les autres membres de l'équipe.
qui peuvent y voir une inégalité ou une injustice, en sachant que inclusion, c'est lié à l'équipe ou à son manager, comment dire, son responsable, et l'implication est liée à la responsabilité individuelle. Donc, chacun, on s'implique voilà, de façon individuelle, et puis après, en tant que responsable d'équipe ou en tant que membre d'équipe, on inclut les autres. Donc, dans les prises de décision, il est important d'inclure tous ceux qui seront concernés ou impactés par la décision en question. Et en tant que manager, il va être important de veiller à ce que tout le monde soit à la fois inclus et tout le monde s'implique dans le fonctionnement de l'équipe. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, voir avec les personnes en direct comment faire pour que la personne puisse être plus impliquée et engagée dans le fond d'équipe, à créer leur propre rituel. À ce titre, dans votre organisation, comment faites-vous pour vous assurer que tout le monde s'implique et soit inclus? Quels sont les rituels que vous avez mis en œuvre ou que l'équipe a mis en œuvre, que les membres de l'équipe ont mis en œuvre? Certains rituels peuvent apparaître naturellement sans qu'on y pense et se perpétuent après dans l'entreprise. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ou que devez-vous faire, que devez-vous améliorer au niveau de l'équipe pour renforcer inclusion et implication? Voilà, trois nouveaux champs de réflexion que je vous propose avant de conclure de manière très, très synthétique. Pour conclure, je vous invite à vous construire, à construire votre équipe, et ce sera votre équipe qui pourra construire le reste de l'organisation ou le reste de l'entreprise, qui pourra vous aider à réaliser cette vision commune que vous avez pour vous et que vous avez pour l'ensemble des parties prenantes au niveau de l'entreprise. Voilà pour aujourd'hui.